Mazlek, direct débat de l'actualité brûlante au plan national pour parler du Gabon, bien sûr, avec deux acteurs majeurs de la vie politique et de la société civile. Pascal Nkoulou, un acteur politique, président du Bloc démocratique et populaire, le BDP. Pascal Nkoulou, bonjour. Bonjour, monsieur Malko. C'est un plaisir de vous retrouver sur les plateaux de Mazlek Info. C'est un plaisir partagé. Ok, après quelques temps d'absence, Georges Pagan, on vous a retrouvé ces derniers temps. Vous n'êtes plus à présenter, le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, le rôle BG. Vous êtes présenté comme une grande gueule devant l'Éternel. Alors, Georges Pagan, comment vous refutez ces qualificatifs, cette caricature, ou vous l'admettez? Je ne suis pas une grande gueule, je suis un défenseur des droits. Je suis au service du peuple, des intérêts collectifs. Je suis marqué dans mon engagement par la radicalité, par la constance et la vérité de mon engagement. Je suis dans un engagement véritable, dans un engagement que j'assume et que j'assure avec passion, avec détermination. Je n'ai jamais changé de cap, de direction stratégique. Okay. Je suis enraciné sur des principes qui ont pour finalité, n'est-ce pas, de produire dans notre pays une nouvelle perspective politique, une nouvelle perspective démocratique, une nouvelle vision, une nouvelle donne politique. D'accord. Je pense que nous avons des opportunités de discuter, d'échanger, au-delà de nos différences. Monsieur Pascal, justement que ça, je la connais pluralité depuis longtemps, est un acteur que je respecte. Je respecte également ses convictions, ses sensibilités politiques. Je pense qu'il est impératif, dans l'urgence à laquelle notre pays est confronté, d'éviter que le pire arrive. Et c'est cette logique de discussion, d'échange qui m'anime. Parce que nous ne voulons pas une déflagration dans notre pays qui aura des conséquences irrémédiables. Voilà. Donc, il faut sortir de cette situation. Nous savons que nous sommes dans l'impasse. La violence produit de l'impasse. La répression produit de l'impasse. Et le refus de dialogue produit de l'impasse. Donc, ce qui est urgent pour nous, vraiment, c'est de trouver des opportunités pour sortir le pays de l'ornière, de la tournure catastrophique dans laquelle nous sommes exposés. D'accord. Une tournure jugée catastrophique n'est quand même des mesures gouvernementales décriées. Pascal Nkoulou, vous êtes un acteur politique. Comment est-ce que vous avez vécu la révolte des casseroles née de ces mesures décriées du gouvernement qui ont quasiment asphyxié le peuple de la vie générale? Asphyxier, il faut souvent nuancer. Asphyxier, non, mais disons que je trouve légitime. La précarisation, oui, avec vous savez, la difficulté sociale n'est pas survenue à la suite de la déclaration de cette pandémie par l'OMS il y a un an. La difficulté sociale ou la désespérance sociale dans notre pays court depuis déjà plusieurs décennies. Simplement du fait que, d'année en année, les mesures qui auraient dû être prises pour juguler à la fois les éléments de bonne gouvernance en les renforçant, mais également redonner ou resituer sur le radar social ce qui en était sorti, n'ont pas été prises à temps. Malheureusement, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a essayé, avec ce qu'il avait de ressources, de compétences, pour combler ce déficit. Mais je crois qu'en toute bonne foi, il est difficile de combler un déficit de 42 ans en 7 ans ou en 8 ans, même en 10 ans d'exercice de pouvoir. Au-delà de la crise des casseroles, du cancer des casseroles, c'est une crise de gouvernance. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de désespoir, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des situations aujourd'hui qui peuvent être rapidement corrigées. Mais il faut tenir compte également de ce que le contexte actuel, surtout le contexte lié à la pandémie, n'est pas propre au Gabon.
tous les États du monde ont été amenés à prendre des mesures tout aussi difficiles. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement prend sur lui de réduire à la fois les outils de production, mais également les libertés individuelles des citoyens. Et pour se mettre à l'abri justement de ce type d'interprétation rapide et facile, le gouvernement a pris la précaution d'introduire ce débat à l'Assemblée nationale pour qu'il ait la caution des parlementaires de notre pays. Et c'est ce qui s'est fait. Monocolore quand même. Hein. Assemblée monocolore, mais quand même le choix des Gabonais. Monocolore peut-être, mais le choix des Gabonais monocolore pas du tout, parce que il y a aussi la représentativité des partis politiques. Représentativité quand même, ces députés, on les a vus, ont la capacité de s'exprimer et d'exprimer. Mais le débat n'est pas là. La question aujourd'hui, c'est celle de se dire, est-ce que dans la situation géopolitique mondiale du moment, le Gabon aurait pu ne pas envisager adopter ce format en termes de mesures restrictives. Donc vous pensez pas la vis a été trop serrée? Fermeture de Moutouti, fermeture des bars, ne serait-ce qu'au plan économique, la situation est exsangue. Bon, vous savez, moi, je porte un tout autre regard sur cette situation. Je considère que la pandémie, puisque c'est une maladie et qu'elle fait des ravages... Au Gabon, on n'est pas au stade de la pandémie. Hein. Oui, non, nous y sommes. Faisons très attention. Vous savez, on a un cadre qui est un cadre très réduit. On a un cadre qui est un cadre réduit. On a des statistiques sur lesquelles on ne peut véritablement pas se fier, parce que ceux qui sont aujourd'hui déclarés comme porteurs, ceux qui sont aujourd'hui déclarés comme malades actifs, ceux qui sont malheureusement déclarés comme décédés, sont ceux qui ont fait la procédure de se rendre vers les centres aux hospitaliers, où il y a des mesures en termes de repérage et de prise en charge. Mais beaucoup d'autres personnes sont dans leur maison et on va certainement, puisque les symptômes liés au Covid sont identiques au palu et à d'autres maladies qui sont des maladies régulières dans notre pays, il y aura des confusions. Donc, il faut faire attention avec les statistiques. Il faut donc aussi faire très attention avec la nature ou la volonté de relativiser le danger que constitue cette maladie. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à votre question, c'est que le Gabon est dans l'état que nous connaissons. Nous n'avons pas des capacités d'accueil en milieu hospitalier susceptibles de recevoir en l'espace d'une heure 200 à 300 personnes qui solliciteraient d'être mises en soins intensifs. Je parle de réanimation. Les cas d'urgence. Nous avons moins de 200 lits disponibles. Quel que soit l'inventaire que vous ferez en prenant tout ce qu'il y a comme structure hospitalière, à Libreville, essentiellement, il y a moins de 200 lits disponibles. Mieux, est-ce que vous pensez que le gouvernement, dans une circonstance où il ne maîtrise, même pas le gouvernement gabonais, la plupart des États du monde, ne maîtrise pas les différentes variations de cette maladie, prendrait le risque de jauger entre la vie et les nécessités économiques? La réponse est oui et non. Oui, on va à l'urgence. Non, parce que bon, il faut que les gens vivent. Mais il faut faire un choix. Et dans ce cas précis, on fait le choix de protéger les gens. Il faut d'abord être en vie pour envisager redéployer l'économie. Vous savez, une nation, un peuple malade ne peut pas être considéré comme un peuple actif sur le plan économique. Il faut protéger les gens pour ensuite préserver l'outil de production économique. C'est pas un choix facile, parce que le gouvernement ou l'État de manière générale vit des ressources produites par tout le monde, y compris les petites mères dont vous faisiez état, c'est-à-dire ceux qui gèrent un bar, un petit commerce. À l'assiette fiscale, donc à l'économie du pays. Mais voilà, donc l'assiette fiscale prend un coup, mais le gouvernement va quand même continuer d'assumer l'essentiel de ses missions en termes de protection et de valorisation de l'outil de protection, donc de protection du citoyen, de valorisation de l'outil de production économique pour préserver autant que faire se peut le niveau de vie et les conditions de vie qui sont celles qui donnent aux citoyens de rester et de demeurer dans la dignité. D'accord. Georges Paga, vous êtes également l'un des fers de lance de la société civile gabonaise. Le regard sur le concert de casseroles naît des mesures décriées gouvernementales qui justement ont suscité une sorte de ras-le-bol dans l'opinion publique. Je pense que ce mouvement est la parfaite illustration, n'est-ce pas, d'un sentiment général de répulsion des populations, de réprobation des mesures gouvernementales, si vous voulez, de la politique globale du gouvernement face au coronavirus.
vous savez parfaitement que les mesures restrictives, je vais dire, toute la stratégie gouvernementale reposait sur le plan de riposte à la pandémie à Covid-19. Ce plan a été lancé en mars 2020. Mais malheureusement, les principes fondamentaux de ce plan n'ont pas été appliqués. Je parle ici des différentes stratégies. Et l'une des stratégies principales aurait été de créer une sorte de consensus national autour des organisations de la société civile qui ont une expertise dans la gestion, n'est-ce pas, des crises sanitaires, qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre Ebola, le VIH-Sida, la tuberculose. Ces organisations fonctionnent. Il y a des églises, il y a des ONG, des associations, des organisations à base communautaire, les OBC. Le gouvernement a fait cavalier seul. Voilà, le gouvernement. La première chose, la première erreur du gouvernement, c'est d'avoir sectarisé, n'est-ce pas, cette lutte en fonctionnant de façon, je vais dire, ou de façon cavalière et sectaire. La gestion est gérée de façon opaque. Il y a une opacité. Monsieur Mpaga, je voudrais pas faire preuve je n'ai pas terminé, en vous posant une simple question. Est-ce que vous connaissez, vous, un pays à travers le monde qui a pris le temps, face à la menace que constitue l'épidémie, d'associer toutes les forces politiques à une forme de dialogue pour ensuite... Vous avez une épidémie qui agit avec impact. À quel moment voudriez-vous que le gouvernement se livrera à des parlantes, à des parlementaires? On reviendra à quel moment? Alors, je parle de l'opacité. La première faiblesse, c'est l'opacité. L'opacité dans la gestion de la crise. Une gestion unilatérale, sectaire et non professionnelle, avec un filigrane, sur fond de corruption. Nous avons les populations sur fond de corruption. Oui, il y a eu des détournements de fonds de masse, d'envergure, inimaginables, au détriment de la santé des Gabonais. C'est un crime contre l'humanité. Voler l'argent qui est destiné à lutter contre une pandémie mortifère, cela relève du crime contre l'humanité. C'est ce qui a été fait. Ce qui fait que le gouvernement a fonctionné avec un programme de pilotage à vue. Les projets, les programmes qui devaient permettre de réduire, parce qu'il y a deux approches. Il y a l'approche, n'est-ce pas, préventive, c'est la première option dans la gestion des épidémies. La prévention. La prévention s'est située à trois niveaux. La vulgarisation des principes de barrière, des mesures barrières, la distribution gratuite des gels hydroalcooliques et des masques. Et le troisième aspect vraiment était constitué des tests de dépistage massif, n'est-ce pas, pour que nous puissions connaître la prévalence de la maladie, faire en sorte que les personnes qui seraient déclarées positives soient isolées et que les autres puissent être protégés. C'est cette première approche qui aurait pu être mise en place, et la quatrième approche aurait été d'agir aussi au niveau préventif. Donc, au niveau curatif, au niveau de la prévention, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. C'était du pilotage à vue. Et d'ailleurs, pour certifier, n'est-ce pas, de la véracité de mes propos, il y a une commission, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale qui a été mise en place pour évaluer la gestion de la pandémie. Où sont les résultats? Que le Premier ministre et son gouvernement nous publient les résultats, n'est-ce pas, de cette commission. Est-ce que la commission parlementaire a rendu son verdict? Mais la commission a terminé ses travaux. Il y a un rapport qui n'est pas mis à la disposition du public. Pourquoi? C'est la question que nous nous posons. Parce que nous savons qu'il y a eu plus de 500 milliards de francs CFA. Monsieur Maloko, je n'ai pas terminé. 500 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour lutter contre le corona Covid-19. Mais on se rend compte que le gouvernement a transformé cette épidémie en corona business. Ils se sont enrichis de façon malhonnête. C'est ce que au détriment des populations de la santé, des populations. Pratiquement, je vais dire,
la structure qui gère, comment ça s'appelle, le COPIL, pouvait obtenir tous les jours 100 millions de francs CFA. Hein, quand on sait que c'est 100 millions de francs CFA d'estimation de revenus journaliers. À partir des tests de dépistage, plus de 100 millions de 100 000 ou de 20 000 francs, 5 000 francs de test. Mais vous êtes estimé à combien de personnes par jour au moins 4 000 personnes par jour sont dépistées au niveau national. Si vous mettez, si vous tenez compte des gens qui viennent de l'extérieur, les gens qui arrivent à l'aéroport Lyon, c'est plus de 1000 à 2000 passagers par jour. Les gens qui font Agaouma, c'est au minimum de 2000 personnes par jour, sans compter les autres qui font les dépistages à l'intérieur du pays. Et on vient nous raconter des bêtises que le corona n'a rapporté que 1,2 milliard de francs CFA. C'est un mensonge, un grossier mensonge. Qu'on nous fasse, n'est-ce pas, un audit contradictoire, un audit indépendant sur la gestion du Covid. Moi, je dis, il y a eu détournement des crimes financiers à grande échelle dans la lutte contre cette épidémie. La lutte contre la pandémie, effectivement, s'est transformée en opportunité de voler, de piller les ressources publiques, d'appauvrir les populations, d'exposer davantage les populations. Georges Paga, d'accord. Voilà, donc c'est une gestion vraiment catastrophique d'une épidémie. Et le Gabon a échoué. Le Gabon a échoué et les populations sont mécontentes. D'accord. Mécontentes, tellement mécontentes, d'où cette manifestation qui est une manifestation légitime face à un gouvernement de voyous, face à un gouvernement de criminels financiers. Bon. C'est ça la vérité. Monsieur Paga, ok, d'accord. Et là, donc, c'est la résultante de tout ça qui a produit le concert de casseroles tant décrié. Mais bien sûr, c'est juste votre point de vue. Voilà. Alors, Pascal Nkoulou, Georges Paga a tiré, comme on dit, à boulet rouge sur un gouvernement d'incapables, de criminels économiques, de gestion approximative de la Covid, le retour qui est le vôtre après justement cette tir à la tronçonneuse. Je crois que quand on connaît le rôle leader de la société civile qu'assume parfaitement Monsieur Georges Paga, on peut parfaitement comprendre les attentes qui sont les siennes, mais également la passion avec laquelle il exprime ses attentes, même si, comme je le crois, il faut les nuancer. Il faut les nuancer. Je pense, c'est-à-dire qu'il faut les nuancer. Vous savez, lorsqu'on fait face à une situation, il y a deux types de réactions qu'on devrait avoir. La première, c'est quoi faire? Pendant combien de temps? Et avec quoi? La deuxième, c'est, écoute, on fait rien, on laisse les choses évoluer, et puis au dernier moment, on trouve les explications pour justifier ce qu'on n'a rien fait. Et il est souvent très difficile de répondre pendant qu'on est dans le champ de l'action. Je crois que le gouvernement, depuis à peu près un an, a pris un certain nombre de mesures. Monsieur Paga, aujourd'hui, s'exprime parce que le gouvernement a été amené à reconduire certaines mesures restrictives de liberté également, qui avaient un impact sur la fermeture des petits commerces. Simplement pourquoi? Parce que à l'entame de la lutte contre cette pandémie, les mesures prises par le gouvernement ont permis de préserver de manière conséquente les populations. Simplement, le relâchement observé dans les habitudes en ce qui concerne les mesures barrières par les populations, on fait en sorte que on ait de nouveau une augmentation des cas positifs. À ce moment, le gouvernement est obligé de reconduire les mêmes mesures Mais les mesures d'accompagnement, monsieur, que dites-vous des mesures d'accompagnement promises par le gouvernement? Il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement socio-économique que le gouvernement a annoncé. Monsieur Paga, c'est pas vous qui posez les questions. Que dire de la décentralisation des dépistages? Monsieur Nkoulou, monsieur Paga, c'est pas vous qui posez les questions. Je crois que dans cette situation, qui est une situation très pénible, parce que c'est pas souvent facile d'apprécier entre l'urgence de préserver une vie et l'urgence d'en sauver une autre, mais sous des angles différents. Il y a une urgence sanitaire, il y a des urgences économiques. Il faut faire à chaque fois des choix et des arbitrages. Bon. Et ensuite, nous avons quand même eu, dans un espace temps assez court, le changement de gouvernement.
Premier ministre est parti, une autre équipe gouvernementale est arrivée, avec toujours les mêmes soucis et les mêmes préoccupations. Aujourd'hui, je crois que Madame Osuka, qui est Premier ministre, a fait le choix, premièrement, de rendre les tests de dépistage gratuits, ce qui va constituer... Il y a une demande qui a été aussi supposons déjà réclamée par la société civile. Est-ce que la gratuité ne concernait que les textes de 5 000 francs? Les textes de 20 000 francs sont également gratuits? Il me semble que les tests de 20 000 francs continuent à être payants. Bon, maintenant, donc ça peut être encore une arnaque de ce gouvernement. Je ne parle pas en termes de... Il se pourrait. C'est une arnaque Le gouvernement de la République a décidé que les tests de dépistage sur le Covid sont gratuits. Bon. Mais aux dernières nouvelles, les tests de 20 000 ne sont pas gratuits à Gaouma. Il semble que pour des raisons de respect du taux en termes de demande et de présence, les responsables du COPIL aient jugé de mettre en place un service VIP. Ce service VIP était payant de 20 000. Tout le monde n'était pas souscrit au régime de 20 000. C'est celui qui estimait ne pas pouvoir se prêter au format d'attente qui permet de répondre en fonction des arrivées des uns des autres, qui étaient soumis donc de payer les 20 000. Bon, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Moi, j'en sais rien. Ils l'ont reconnu. C'est que le gouvernement a dit que les tests sont gratuits. Si quelqu'un se présente avec une urgence et souhaite que l'on retarde les processus qui étaient déjà enclenchés... Mais ça veut dire que le gouvernement a quand même entretenu le flou en disant gratuitement, alors que... non. Les VIP sont toujours payants. Soyons tout de même également, je dis... Non, on reconnaît... Objectif sur un certain nombre... On va saluer la mesure de gratuité, voilà. mais on salue la mesure de gratuité, mais restons dans le champ de l'opération. Restons dans le champ de l'opération. Nous sommes tous conscients qu'il y a des urgences, à tous les niveaux. Dans tous les secteurs, il y a un système d'urgence. Bon, celui qui se prête au format d'urgence, il arrête le processus qui était déjà enclenché pour d'autres demandes. Bon. Non, M. Koulou, cela ne se justifie pas. Attendez, parce que dans le discours du gouvernement, dans le discours initial du gouvernement, il n'avait pas été dit que le gouvernement devait installer un seul centre de dépistage au Gabon. Il était prévu d'installer 66 centres de dépistage. C'est ce qui a été dit. Donc c'est un pilotage à vue. C'est un manque de direction stratégique dans l'application de ses propres décisions. Le gouvernement n'est pas capable de tenir sa feuille de route. Cela relève de l'incompétence de ce gouvernement et du mensonge politique. C'est un grossier mensonge. Ils ont promis d'élargir, décentraliser les dépistages. Maintenant, les Gabonais sont obligés à se faire dépister à un endroit spécifique, à un seul endroit, et cela a des conséquences dommageables également sur la santé, des risques de contamination à grande échelle. Cela veut dire que le gouvernement ne gère pas de façon orthodoxe et adéquate la politique, sa propre politique. Il y a une mauvaise gestion de la crise. Pour démocratiser. Je veux dire une gestion approximative et non professionnelle de la crise. Donc le gouvernement a péché dans le respect de la parole donnée, 60 centres de dépistage annoncés, à la limite 1, 2, voire 3 centres. C'est ce qui peut égaler... Et sans compter le dépistage mobile. Hein. Non, écoutez, notre pays fonctionne par subdivision administrative. Il y a des régions sanitaires. Bon, lorsque l'on regarde l'évolution de cette pandémie, ça ne sert à rien d'aller installer un centre de dépistage dans une zone où, après un an, vous n'avez qu'un cas actif. Comprenez? Non, mais au moins, donc, il faut procéder. On aurait pu atteindre la moyenne, monsieur. On aurait pu atteindre la moyenne, mais je dis, on a regardé aujourd'hui les centres qui existent. Il y en a un à Franceville, il y en a un à Libreville, il y en a un à Port-Gentil. Voilà les principaux foyers. Non, à Port-Gentil, il n'y a pas de centre. Non, je vais vous expliquer ce qui se passe. Moi, j'ai enquêté à Port-Gentil. C'est le COPIL qui dépêche une équipe tous les matins. Et les compagnies pétrolières participent par le transport à travers un hélicoptère. C'est les équipes du COPIL qui se déplacent tous les jours et qui font des prélèvements. Et la logistique est, n'est-ce pas, offerte par les compagnies pétrolières. Ça se passe comme ça pour Gentil. Et personne ne peut le démentir. Ça sert ou ça ne sert pas? Ça sert. Mais l'un des inconvénients de son Port-Gentil, c'est que le test fait à Port-Gentil n'a pas de valeur hors des frontières nationales, parce que beaucoup se sont plaints. Ils sont condamnés, voués à faire un second test à Libreville pour sortir hors du Gabon. C'est un point d'ombre au tableau sur le test de Port-Gentil. Vous savez, parce que j'accueille beaucoup de Port-Gentilais qui n'ont pas pu sortir du Gabon avec le test effectué. Chaque pays du monde établit des paramètres qui permettent l'accès sur son territoire. Je ne pense pas que les tests faits au Gabon
jusqu'à présent, soit taxé comme devant être... Dans le test de Port-Gentil. Oui. Bon, maintenant, ce que je sais, ce qui se fait, c'est qu'il y a un texte national qui est agréé par l'ensemble des structures internationales. Le texte au Gabon. Maintenant, est-ce qu'il y a un texte de Port-Gentil? Est-ce qu'il y a un texte de France? Moi, je crois que ce sont des éléments isolés. Je crois que ces éléments isolés, ce sont des gens, comme on dit, qui cherchent à créer des situations de buzz de manière tout à fait inutile. Parce que, premièrement, lorsque vous voyagez aujourd'hui, la plupart des voyageurs partent de Libreville. La plupart. Donc, en principe, cette question d'avoir été dépisté à Port-Gentil obéit au format local. Et celui qui veut voyager à l'international doit se prêter, je le répète encore, aux exigences qu'imposent les pays d'accueil. Vous savez, il y a des pays qui ont formé leurs frontières. Il y a des pays qui sont mis sur liste rouge. Différent de celui de le Port-Gentil de Libreville. Écoutez, si on s'entend ce que M. Paga vient de dire, ça dit qu'on ne fait que des prélèvements. Hein, et les analyses scientifiques sont effectuées à Libreville. Donc vous avez le résultat à Port-Gentil voilà. Là-bas. Hein. Oui, mais vous sortez de Port-Gentil avec un test. Mais c'est ce que je dis, ça dit que si on s'en tient ça, maintenant, on va considérer que... On vous oblige à en refaire un autre à Libreville pour... Moi, j'aimerais bien qu'ils nous situent quel est le pays qui le leur exige. Parce que c'est vite dit. Je dis que le test de Port-Gentil... Ça permet aux copils de renflouer les caisses. Bon, moi, je pense que M. Malekou, ce qui est important dans le débat... Ce que je vais dire, M. Malekou, ça dit dans le débat... Écartons-nous, s'il vous plaît, des éléments liés à la gestion financière. Parce que sur ce niveau, pour l'instant, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été commise. Cette commission a rendu les conclusions de l'ensemble des investigations qui ont été menées. Le responsable de cette, du COPIL, donc du comité de pilotage contre cette pandémie, qui est l'actuel ministre de la Santé, a également annoncé un certain nombre de choses qui ont été menées à l'intérieur du comité, notamment les états financiers. Je crois qu'il serait bon qu'on s'en tienne à l'efficacité des mesures. Autant je peux être d'accord avec monsieur Georges Paga. L'audit parlementaire traînerait bon, écoutez, moi je crois que les parlementaires ont été commis à cette tâche pour qu'il y ait un peu plus de transparence dans la gestion. Bon, est-ce qu'on leur a intimé l'ordre de ne pas le rendre public? Ce serait donc la faute des parlementaires. Parce que l'objectif de cette commission visait à démocratiser les éléments d'appréciation. C'est à eux donc de l'exposer sur la place publique parce que c'est une mission parlementaire. Une mission parlementaire suppose une représentativité citoyenne. S'ils ne le font pas, moi je ne comprendrai pas. Bon, et je crois que les éléments qui ont été donnés par le ministre de la Santé ne sont pas très loin des conclusions auxquelles ont abouti les parlementaires commis à la tâche. Le ministre de la Santé est publiquement caricaturé de menteur, que les données sont fausses, et même le variant anglais est tourné en dérision. Bref, les propos du ministre aujourd'hui faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes dans un domaine qui est à la fois très sensible parce qu'il s'agit de pandémies, de maladies, mais qui est d'autant plus sensible parce qu'il s'agit d'éléments scientifiques. Comprenez? Moi, je dis à un ami, il faut se garder des commentaires isolés lorsqu'on parle de science. Cette maladie, elle tue. Il y a un variant qui semblerait qu'il se serait développé sur le territoire britannique qui est beaucoup plus violent et qui cause à courte échelle un certain nombre de dégâts, notamment accélère les processus qui conduisent au décès des personnes qui en sont atteintes. C'est une réalité également. Je ne crois pas que le même gouvernement qui, il y a quelques mois, a relevé donc certaines mesures restrictives pour permettre qu'il y ait de nouveau la fluidité, ce même gouvernement, par complaisance, affirmerait sur notre territoire la présence de ce variant britannique par plaisir. Essayons un tout petit peu de prendre la responsabilité de notre nature de citoyen. Un ministre d'abord avant tout un citoyen, qui a des parents, qui a des amis, qui voit du monde et qui souhaiterait lui-même être en bonne santé. J'ai lu il y a 2 ou 3 jours que des ministres du gouvernement avaient été contaminés, avaient été testés positifs. Donc, il y a une réalité qui est là. Il faut en prendre compte. Ceux qui vont se laisser aller aux histoires de bar, et là je suis un peu méchant quand je le dis, mais c'est la réalité, en disant, oui, on n'a pas vu qui est mort. Je dis, ces gens, qu'ils commencent eux-mêmes à se mettre sur la liste de ceux qui, de manière tout à fait irresponsable,
seront comptés parmi les prochaines victimes de cette pandémie? Ben, on va commencer par vous, parce que certainement Georges Paga aura beaucoup à dire. La répression par les forces de l'ordre qui s'est soldée par 2 morts des manifestants du concert de casseroles, le regard du politique que vous êtes. Bon, j'aurais aimé que M. Georges Paga commence, parce que alors, les éléments qui vont verser... Le débat doit être équilibré, la parole doit être équilibrée, il faut avoir une montre pour pouvoir, évaluer. On essaie. Bon, voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est que le gouvernement et les Nations Unies viennent de le reconnaître, a utilisé la pandémie à coronavirus Covid-19 pour serrer la vis, n'est-ce pas, pour entreprendre un certain nombre d'initiatives de répression, de réformes démocratiques, de réformes antidémocratiques. Hein, je pense qu'il y a eu 3 réformes. Ils ont profité du coronavirus pour vraiment, non seulement empêcher l'expression, n'est-ce pas, des libertés fondamentales à travers la mise en place d'une un pseudo-état d'urgence sanitaire qui n'était qu'un alibi pour pouvoir réprimer, violenter les populations, affamer davantage les populations. Et quand je le dis, nous avons pour exemple la distribution des kits alimentaires. Le gouvernement avait promis 65 000. Ils en ont distribué 5 000. Hein? Et ils en ont distribué, 10 000. Donc, il en manque 55 000. Qui a pris ces kits qui ont disparu? Et on a vu des apparatchiks du régime, parallèlement à la distribution par le gouvernement, faire, n'est-ce pas, des dons dans les quartiers, alors que le gouvernement officiel, par les mécanismes officiels, avait mis en place des dispositifs de distribution qui se sont avérés naturellement catastrophiques, avec un détournement, donc, je l'ai dit dans mon propos liminaire, de 55 000 kits. Il était prévu 65 000. Selon le gouvernement, ils n'en ont distribué qu'une 10 000. Donc, voilà ce 55 000 qui ont pris d'autres destinations. Donc, il y a une grande machination contre le peuple, une grande entreprise de crimes financiers, d'approvisionnement, et parallèlement, donc, le gouvernement a entrepris, n'est-ce pas, de réformer de façon unilatérale un certain nombre de lois. Le code pénal a été voté, et dans ce code pénal, celui-ci contient malheureusement des dispositions liberticides. C'est-à-dire que ce code pénal va à l'encontre des libertés fondamentales, des principales libertés fondamentales. Liberté de réunion, liberté d'association, liberté d'expression. Il y a au moins une quinzaine, une vingtaine d'articles qui sont problématiques. La société civile a lancé, n'est-ce pas, une campagne internationale contre ce nouveau code pénal qui constitue vraiment une régression démocratique et qui plonge le Gabon dans, dans les ténèbres de la démocratie. Un recul démocratique et de façon fulgurante, de façon lapidaire, sans aucune concertation nationale, ce code pénal a été promulgué par une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, n'est-ce pas, de l'expression démocratique. Comme lettre à la poste. Oui, bien sûr, sans aucune discussion, sans aucune concertation des organisations de la société. C'est mal, oui. Bon, vraiment, c'est un code pénal anticonstitutionnel et illégal. Parce que la liberté d'expression est, n'est-ce pas, consacrée par le titre premier de la Constitution. Hein? On n'a pas besoin d'une autorisation de Mata, ministre de l'Intérieur, pour pouvoir organiser une manifestation. Dans une démocratie, on informe. Maintenant, s'il y a des troubles, s'il y a de la destruction, ceux qui commettre ces actes répondent de leurs actes devant la loi. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé l'autre réforme. Parce que les Nations Unies, le dernier communiqué du secrétaire général des Nations Unies décrit, n'est-ce pas, l'alibi de la cause de la Covid-19 pour entraver le processus démocratique. Et l'expression vraiment de cette entrave au processus démocratique, à l'avancée démocratique, c'est la réforme, la dernière réforme constitutionnelle, unilatérale, miraculeuse, extraordinaire.
On a changé toute une constitution pour satisfaire les impulsions psychologiques d'un clan qui veut, voilà, de quelqu'un qui n'est plus capable, qui n'est plus visible sur la scène politique, qui gère le pays de façon virtuelle. On a mis en place, je ne cite pas quelqu'un, je suis hyper tendu comme, je ne stigmatise pas la maladie, parce que moi-même, je souffre d'hypertension, je sais de quoi il s'agit, mais ce qui serait préférable pour moi, si j'ai des conseils à donner à mon grand frère Ali, c'est de déposer le tablier, un bon franc-maçon. Et là, si je peux, il doit déposer son tablier. Je pense que lui, comme tous les francs-maçons du Gabon, ont échoué. La franc-maçonnerie est un drame pour le Gabon. Ça fait 60 ans, depuis Léomba, que les francs-maçons gèrent le Gabon de la façon la plus chaotique. Et ça, je le souligne. Ils cautionnent les crimes rituels, ils cautionnent les crimes financiers, ils cautionnent le désordre, les crimes, comme inimaginable que c'est les francs-maçons qui sont au pouvoir. Hein? La franc-maçonnerie au Gabon est un drame. Elle est impliquée dans toutes les malversations, elle est impliquée dans la mauvaise gouvernance, dans les détournements. Ce sont ces francs-maçons qui gèrent le Gabon, à l'image d'Ali Bongo. Et je l'aurais dit, monsieur Malekou, la dernière constitution fut l'occasion, n'est-ce pas? Oui, la dernière révision constitutionnelle, lapidaire, n'est-ce pas, unilatérale, ils se sont retrouvés de façon sectaire. Ils ont dit qu'il faut changer la constitution et ils ont pris 3 jours pour acter ce fait-là. La boucle de tous ces faits, c'est quand même la mort de 2 hommes. Voilà, la mort de 2 hommes, c'est un drame. C'est inacceptable que dans une démocratie, dans des gens qui manifestent de façon pacifique, des infiltrés, parce que les gens de la BAC, là, c'est des voyous, c'est des criminels. La BAC, c'est la oui. C'est un groupe de criminels, de voyous, de tribalistes. Je le dis. Parce que ce groupe fonctionne de façon tribale. Je ne voudrais pas indexer. C'est une police politique dans la police. Les gens sont choisis de façon ethno-linguistique et c'est ces gens-là qui font, n'est-ce pas, le désordre, qui tuent, qui tirent à balles réelles lors des manifestations. Moi, je réitère. Et j'ai saisi. Vous avez demandé le démantèlement le démantèlement de la BAC, c'est un groupe de voyous, de criminels, et c'est pas tous les policiers. Il y a des gens respectables à la police nationale. Au CEDOC, dans les autres institutions, à la gendarmerie, au béret rouge, même à la GN, il y a des gens responsables. Moi, je ne stigmatise pas, n'est-ce pas, l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Mais nos forces de défense et de sécurité sont infiltrées par des éléments extrémistes, comme les extrémistes Hutus, qui veulent à tout prix conserver le pouvoir. Et c'est un groupe d'extrémistes qu'il faut mettre hors d'état de nuire. J'interpelle le premier ministre chef du gouvernement. Et je crois qu'elle n'est pas responsable. Parce qu'elle je pense qu'elle ne peut pas gérer ce groupe est un groupe illégal. Ah bon? C'est un groupe illégal, c'est un groupe mafieux. Ils opèrent en territoire, ils ont l'habitude d'infiltrer les manifestations. Voilà, c'est un groupe de Tonton Macoute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tonton Macoute en Haïti. Les forces de police nationale sont infiltrées par des voyous, des criminels. Et rien ne justifie, selon la norme, selon la loi. Le Gabon est pays membre du Conseil des droits de l'homme. Moi, Georges Mpaga, je participe aux discussions avec la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne, la communauté des droits de l'homme et le ministère de la Justice sur l'évolution du Gabon, le respect des droits de l'homme. Rien n'autorise un policier à tirer à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Des gens qui ne faisaient que... ce sont des crimes de trop. Oui, c'est un crime de trop. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. L'hémorragie. Je confirme ici comment arrêter l'hémorragie, monsieur? Il faut les arrêter, il faut les indexer. Et je salue le rôle des médias. Le rôle des médias et le rôle de l'Internet. Il faut les dévoiler. Tous ces génocidaires, tous ces voyous, tous ces criminels. Non. Moi, ils font du désordre. Ils font du désordre. C'est des désordonnés, c'est des assassins. Qu'est-ce qui permet à un policier, à un être humain,
de supprimer la vie de son frère, de son prochain, de façon gratuite. Non, monsieur Marikou, je suis révolté que ces gens-là aient supprimé la vie de deux jeunes, deux jeunes hommes. D'accord. Et ensuite, le paroxysme de la violence, c'est la grenade qui a été lancée dans une église. Et le Gabon est dans une pente, donc, dangereuse. Il faut que ça s'arrête. Il faut que... Même si plusieurs sources sur la grenade... Oui, mais c'est la corruption politique qui caractérise ce gouvernement. Moi, je mets en garde ces oligarques, ces criminels, je vous mets en garde. Je vous mets en garde, vous n'allez plus continuer, vous n'allez plus dormir. Vous tous les criminels qui vous cachez derrière les forces de police nationale, vous qui commettez les crimes, au nom de qui? Vous n'avez pas le droit de tuer des êtres humains. Une manifestation est gérée de façon professionnelle par les forces anti-émeutes de la gendarmerie et de la police. Chargées du maintien. Elles sont qualifiées pour le faire. La garde républicaine, les bérets rouges, la gendarmerie, les groupes d'élite, n'est-ce pas, doivent aller faire la guerre en Centrafrique, contre les rebelles là-bas, ou au Darfour, ou au Mali. Il ne doit pas s'attaquer aux gens qui sont désarmés. Vous n'êtes qu'une bande de criminels. Voilà. Vous n'êtes qu'une bande de criminels, de voyous, et votre place n'est pas dans les forces de défense et de sécurité, votre place est à la prison centrale de Libreville, et nous allons vous combattre, et vous mettre hors d'état de nuit, je vous le promets. Voilà. Si je suis le porte-voix des défenseurs des droits de l'homme au Gabon, avec moi ça ne va pas marcher. Je dépose une plainte contre vous dans les prochains jours, et j'informe déjà la Cour pénale internationale sur vos actes. La répartition voilà, donc, alors, Monsieur Nkoulou, Georges Paga n'est pas allé de main morte pour dénoncer ces criminels qui pullulent dans nos forces de défense et de sécurité. Votre regard sur cet assassinat qui a fait couler assez d'encre et de salive? 2 morts parmi les manifestants, essentiellement des jeunes. Déjà dire que Monsieur Paga dit qu'il était hyper tendu. Je mets sous le coup de l'émotion tout ce qu'il vient de dire. D'accord, sous le coup de l'émotion. Je mets sous le coup de l'émotion et je crois qu'il faudrait peut-être lui donner un verre d'eau. Parce que après une telle verve, il y a de fortes chances que la tension augmente. Et c'est pas le souhait que nous voulons pour lui. Ceci dit, pour être un peu plus serein, écoutez, moi je ne suis pas de ceux qui ont des formules toutes faites de présentation de sincères condoléances, etc. Je considère par ma foi chrétienne et par mon engagement de citoyen que la vie est sacrée. Pour aucune raison au monde, la vie ne doit être atteinte sous aucune forme que ce soit. Et je crois que mon rôle d'acteur politique et de leader, c'est d'œuvrer de toutes les compétences qui sont les miennes pour dignifier et améliorer la vie. C'est l'essence que je donne à mon existence en tant que père, en tant que citoyen. Donc, je voudrais donc les forces de l'ordre n'ont pas le droit au nom de ceux qui, je suis en train de le dire, je suis en train de le dire, et je veux dire que l'incident qui s'est produit, ou les incidents qui se sont produits au cours de cette soirée, parce que c'était au cours de la même soirée, obéissent ou répondent à 2 formats simples. Le premier, j'interpelle là Monsieur Georges Paga, qui est un acteur potentiel de la société civile, c'est qu'il faut apprendre à nos citoyens qu'on ne s'engage pas dans une manifestation lorsqu'on n'a pas l'initiateur, lorsqu'on n'en a pas le format, et lorsqu'on n'a pas défini le but. Dans une manifestation, vous avez 2 types de manifestants. Vous avez ceux qui le font comme moi, avec un engagement citoyen éprouvé, parce que je souscris au format de la République. Et vous avez effectivement tous ceux qui, pour diverses raisons, y compris les petits voyous, peuvent s'infiltrer dans la manifestation, au fin soit de l'orienter dans le sens d'un chaos véritable, ou alors d'y introduire les éléments politiques. Parce que la revendication, qui est une revendication citoyenne, est une revendication légitime, une façon d'interpeller le gouvernement sur la condition de ceux qui sont sortis du radar social. Bon, mais nous sommes avant tout d'abord des citoyens. Ça veut dire que lorsqu'une décision gouvernementale est prise et qu'elle concerne tous les citoyens, nous devons chercher à l'intérieur les formes légales qui nous permettent de nous exprimer. On a décrété un couvre-feu à partir de 18 heures. Bon, il n'y a aucune raison, quelle que soit la colère qui m'habite, de prendre le risque de courir une interpellation policière régulière, s'il vous plaît, en me retrouvant sur la route. Quelle que soit l'expression interne qui m'habite, je suis tenu d'obéir et de respecter la loi.
Premièrement. Et ensuite, si je veux manifester, je dois m'entourer de la garantie de ce que je ne viole pas volontairement une loi. Parce que là, c'est vrai, il s'agit des cas extrêmes. Mais normalement, tous ceux qui sont trouvés hors de leur domicile, après l'heure du couvre-feu, sont susceptibles d'une interpellation. Là, on n'a pas besoin d'être dans un régime, je laisse à Marc, à oui, mais l'interpellation ne signifie pas détruire les vies humaines. Tirer à balles réelles, utiliser des M16 et des Kalachnikov contre les populations civiles. Je veux d'abord qu'on resitue le cadre. Oui, bien sûr. À partir de ce moment, je dis, il y a des torts qui sont partagés. Il y a eu une exagération parce que même dans le cas de la répression, je reconnais qu'il doit y avoir une proportionnalité. Même un cas de violation de couvre-feu ne donne pas droit à tirer sur des populations. C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la réaction doit être proportionnelle à l'acte produit. Voilà. Ces gens auraient dû être interpellés et conduits au commissariat de police pour qu'on leur spécifie, qu'on leur signifie les mobiles pour lesquels elles ont été arrêtées. Malheureusement, et comme M. Pagalo dit, ce n'est pas le fait des forces de police régulières. Ces actes ont été commis par des gens qui sont nourris d'autres objectifs, qui cherchent une situation d'implosion sociale pour permettre à ce que ce qui était régulier et citoyen devienne un acte de révolte et de rébellion vis-à-vis de l'État central. Donc, une somme de défiance. Et à ce niveau, vous l'avez compris. Moi, en tant qu'acteur politique, il faut se méfier. Il faut faire attention. Et c'est le rôle d'information ou d'informateur qui doit être, et de formateur, c'est celui de personnes comme Georges Pagadi aux gens. Lorsqu'il y a une manifestation, ceux qui l'initient doivent être identifiés par les forces de police. Parce qu'en cas de dérapage, ils doivent être les premières personnes à répondre. Ceux qui l'encadrent et la coordonnent doivent également être connus par les forces de police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons jamais nous associer à toute manifestation qui nous met dans un cadre où nous sommes exposés à la répression par rapport à la loi. Il ne faut jamais, quels que soient les mobiles qui nous animent. Vous savez, aujourd'hui, dans l'histoire du monde, ce qui a fait la caractéristique des personnalités comme Gandhi, comme Martin Luther King, c'est pourquoi? Parce qu'ils savaient souscrire, donc aligner leurs revendications par rapport à la loi. Quand bien même ils condamnaient cette loi parce qu'elle la trouvaient injuste, ils ne l'ont jamais violée. Ils ne l'ont jamais violée. Quand Martin Luther King dit aux Africains américains, ça dit que vous mettez en actif votre droit civil de jouir d'une meilleure situation sans violer la loi. Mais quand si Martin Luther King, la mauvaise loi qui existe. Oui, mais la mauvaise loi, vous ne la respectez pas. Ça dit que, regardez l'acte. Quand Martin Luther King dit, ne prenons pas les bus, il dit aux gens, n'allez plus à votre travail. Il dit, marchez. Quelle que soit la distance que vous avez à parcourir, soyez à l'heure à votre travail. Les gens ne prennent pas le bus, mais ils respectent l'engagement qu'ils ont contracté. Ils font leur lieu de travail. Ils vont à leur école. Et c'est maintenant la réaction posée en face qui peut conduire à des dérapages. Donc, je dis, moi, j'étais parti du principe qu'il faut effectivement interpeller le gouvernement. On ne peut pas mettre de telles conditions difficiles. Vous savez, lorsque le couvre-feu est décrété à 18 heures, les heures de travail, c'est infernal. Je ne participais pas de cet avis. Lorsque l'on continue de fermer aujourd'hui les bars, toutes les noceurs qui essayent de se battre pour assurer à leur progéniture des conditions décentes de vie, la plupart sont investis dans le bar et dans les prêt-à-porter. Et là aussi, je crois que logiquement, nous devons regarder le mécanisme de notre société aujourd'hui. Les seuls qui font des recettes et qui continuent en dépit des mesures restrictives, ce sont ceux qui ont su choisir des secteurs essentiels. Le bar est peut-être un actif important sur le plan économique, mais c'est pas un secteur essentiel. Les épiceries, c'est vrai qu'ils ferment à 18 heures, mais font des recettes. Donc, réorientons notre investissement. Reposons-nous les bonnes questions afin que les situations comme celle du corona ne soient pas pour nous des éléments qui participent à réduire de manière drastique notre harmonie sociale. Okay, vous n'êtes pas pour la vie est sacrée, mais vous condamnez ces criminels infiltrés au sein de nos... Je condamne toute personne qui, de manière volontaire, ôte la vie à une autre personne. Je le condamne. Et je dis, ces gens étaient sortis pour s'exprimer. La réponse qui leur a été donnée, de manière générale, est disproportionnée à l'acte qu'ils ont posé. Et je condamne et je souhaite, le gouvernement s'est engagé à faire toute la lumière sur
cette situation à forte incidence. Il y a plein de crimes comme ça, hein, Bouloubeka, Martine Oulabou, Germain Ba, les morts de 2016, les morts de 2016, de 2009. Et même après 2016, 2020, Chimène, Bitougi Mangongo au PK9 qu'on a tué après le passage d'une patrouille de police. Vous savez, autant de crimes, autant de bavures, je peux penser qu'effectivement vous avez raison, certaines enquêtes n'aboutissent pas, mais ce qu'il y a aujourd'hui d'intéressant, surtout lorsque les forces de l'ordre sont présumées impliquées. Pour l'instant, il s'agit d'actes isolés, pas de manière étroite en rapport avec les forces de l'ordre. On a bien identifié ceux qui ont posé ce type d'actes. Bon, aujourd'hui, je crois qu'avec la dynamique sociétale qui existe dans notre pays, les ONG, M. Paga, qui est membre de la Commission des droits de l'homme, sont capables de procéder à des investigations indépendantes pour arriver à des conclusions. Cela est possible. Je pense que c'est la voie à suivre. Et ensuite, cette voie à suivre est une voie qui rassure de l'impartialité des éléments qui vont être fournis. Mais M. Koulou, tout en étant d'accord avec votre proposition, je suis d'avis avec vous qu'il faut extirper des forces de défense et de sécurité les éléments terroristes, extrémistes qui commettent des crimes. Ces gens-là agissent au nom d'une idéologie qui a pour objectif la conservation du pouvoir des Bongo. Ils ne sont pas de défense n'ont jusqu'à présent commis aucun impair. Si ce local les expliquerait, ne sera pas tout bénéfique pour le pouvoir finalement. Non, moi je dis, il est clairement établi aujourd'hui qu'il y a un groupe d'extrémistes dans les forces de défense et de sécurité qui commettent des crimes. Et c'est ce groupe d'extrémistes indépendante. Oui, nous accordons sur ce principe, nous nous accordons sur le principe d'indépendance de la justice. Nous nous réjouissons que le syndicat national de la magistrature ait tenu son assemblée générale, je pense hier, avec un nouveau bureau et un nouveau mandat qui va consister à lutter pour l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique. La faiblesse de notre démocratie, ce n'est même pas le pouvoir, le pouvoir politique. Laissez-moi exprimer ce point de vue. La faiblesse de notre démocratie ne découle pas forcément du pouvoir politique. C'est les juges. Les juges qui ne font pas leur travail. Les juges qui sont contrôlés et inféodés par le pouvoir politique. Les juges qui sont nommés, n'est-ce pas, par le pouvoir exécutif. C'est ce problème, cet imbroglio-là qui constitue le problème. Un état de droit fonctionne sur l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. Or, dans notre pays, il y a voilà, il y a deux types de magistrats. Il y a des magistrats qui dépendent directement de... Monsieur Paga, on va aborder le dernier volet de cette émission. Le deuxième maire adjoint de Franceville qui a été passé à tabac par un Libanais, même si son patronyme fait... Bon, moi je ne voudrais pas aborder ce problème sous cet angle. Allez-y. Moi je dis le Gabon est dans une situation de crise holistique. Quand je parle de crise holistique, c'est-à-dire que cette crise affecte tous les segments de la société. L'une des expressions de cette crise, c'est ce qui s'est passé. Comme vous allez bien le dire, elle était en déliquescence finalement. Oui. C'est ce qui s'est passé à Franceville. C'est le ras-le-bol. Le Gabon est au bord d'une déflagration généralisée aux conséquences incalculables. Nous devons nous pencher vraiment sur cette problème. Le pays traverse une crise générale sans précédent. Ce qui s'est passé en France n'est que l'expression du mécontentement que des populations ont de l'extérieur. De nos frères et sœurs qui viennent chez nous, qui se comportent dans la compromission, qui sont impliqués dans les crimes financiers, qui sont impliqués dans la corruption, qui méprisent les nationaux. C'est pas de la xénophobie. Et moi, je prends ça dans le cadre de la compromission de ces personnes avec le pouvoir politique. Il y a des criminels comme Meksan Kombesi, comme Liban Suleiman. C'est des criminels, des gens qui ont détourné des centaines de milliards de francs CFA, qui sont protégés par le régime. Le problème est celui-là. Cette injustice,
Les Gabonais sont réprimés. Les hommes d'affaires les plus lucratifs, les plus prolifiques au Gabon sont des étrangers. On ne donne rien aux nationaux, aucune perspective pour enrichir les Gabonais. En Chine, il n'y a pas de démocratie. En Chine, au sens occidental du terme. Mais les Chinois sont des gens heureux. Ils ont la plus grande dynamique économique actuellement dans le monde. Mais le Gabon est un pays potentiellement le plus riche, avec une population faible. Mais quand les autres pays du continent nous voient que vous, les Gabonais, vous ne valez rien, vous êtes des pauvres types. Regardez la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, qui engrange plus de 2000 milliards. Si on regarde bien les ressources, Port-Gentil produit plus de 3000 milliards de francs CFA par an. Au budget de l'État. Par an, tous les budgets confondus, plus de des milliards de dollars. Mais Port-Gentil est dans un état de délabrement. Tout le Gabon est dans un état de délabrement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de structure hospitalière. Les compagnies étrangères payent nos ressources. Avec la complicité de nos dirigeants. Donc, notre pays est systématiquement entre les mains des oligarchies, entre les mains de la pègre. Les Gabonais, ils prennent les ressources dans nos villages, et nos villages sont dans la pauvreté absolue. C'est ce ressentiment généralisé. Comment sortir? C'est cette réprobation qui s'est manifestée à Franceville. Par une autorité administrative giflée par... Moi, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Le Gabon va vers une pente vraiment dangereuse. J'invite le régime à prendre la mesure de la situation et à créer les conditions vraiment d'une alternative autre. Les Bongos sont là depuis 54 ans, ils doivent dégager. Les Gabonais ne veulent plus. Les Gabonais ne veulent plus du clan. Les Gabonais ne veulent plus les francs-maçons au pouvoir. Moi, j'indexe la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie est à l'origine des malheurs. Les Gabonais ne veulent plus des francs-maçons, les Gabonais ne veulent plus des bongos, de toute cette clique. Les Gabonais veulent... Même les francs-maçons non oui, les francs-maçons ont échoué, sont solidaires entre eux, solidaires pour les crimes, solidaires pour le vol, solidaires pour les crimes rituels, solidaires pour imposer l'oligarchie, solidaires pour miner le fonctionnement de l'État. Les francs-maçons et les bongos ont échoué. C'est toute cette clique, cette pègre qu'il faut dégager. Moi, je suis prêt, nous sommes ouverts, nous, la société civile, à des discussions. Dans la société civile, il y a des francs-maçons probablement. Voilà, nous sommes ouverts à des discussions, pour parler de ce qui est possible de faire pour faire avancer le pays. Est-ce que les francs-maçons dans la société civile, moi, nous ne sommes pas des ventes à guerre. Même si je stigmatise la gestion du pays, je demeure chrétien. Donc, je suis ouvert au pardon, ouvert à la réconciliation, à la restauration, à la réparation. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut le clan au pouvoir a échoué. Pour éviter la vengeance, pour éviter la désintégration de l'État, il faut qu'ils reconnaissent leurs responsabilités, qu'on passe à la solution sud-africaine. Qu'on passe à la solution sud-africaine, que les Bongos se retirent tranquillement, qu'ils arrêtent de la répression, parce que ce régime va tomber de toutes les façons. Aucun régime n'est éternel, aucun régime, le communisme est tombé, le mouboutisme est tombé, l'hitlérisme et toutes les grandes idéologies génocidaires, les plus mafieuses, les plus criminelles du monde ont échoué, ont arrivé à un point d'achèvement. Donc moi, mon conseil, c'est que nous devons avoir une perspective pour sortir le pays de la crise. Il faut qu'on... Et c'est quoi la perspective? Les formations partent, c'est ça? La perspective, c'est qu'il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent, il faut que nous sortions de cette situation. Sortir de cette situation, c'est que on doit s'accorder sur la direction à suivre. Sur le processus, la transformation de... Oui, il faut qu'on s'accorde. Sans exclusion. Oui, il faut qu'on s'accorde. Y compris avec les Bongos, il faut qu'on discute avec eux. Qu'on discute avec eux le schéma de sortie de crise. Parce que le pays est en crise, les Bongos ne peuvent plus persister. Ils ont fait un coup d'État sanglant en 2016. Un coup d'État sanglant avec des personnes qui ont été assassinées froidement. Et ça, les Gabonais sont traumatisés dans leur conscience collective. Les Gabonais ne sont pas sortis de ce traumatisme. Il faut maintenant
qu'il y a 2023 et peut-être des échéances immédiates qui vont arriver, il faut qu'on arrive à s'accorder. D'accord. Il faut qu'on arrive à s'accorder pour éviter que voilà. Alors, vous avez tout compris. Monsieur Nkoulou, votre regard sur le passage à tabac du deuxième maire adjoint de Franceville et votre mot de la fin derrière? Bon, écoutez, n'exagérons pas. Il y a eu une altercation violente entre le deuxième adjoint maire de la commune de Franceville et un commerçant gabonais d'origine libanaise. Je crois que c'est des incidents entre citoyens. Et ensuite, il y a un format légal qui permet de réguler et de régler ce type de situation. Jusqu'à aujourd'hui, il ne me souvient pas avoir vu ou entendu que quelqu'un qui aurait commis de manière tout à fait libre un acte condamné par la loi ne soit pas amené à en payer le prix. Donc, je circonscris cet événement dans ce cadre précis. Par contre, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est la réaction des populations. Non, au-delà de la réaction, c'est quand même un ressortissant libanais, même si de nationalité gabonaise, qui a frappé. Quelqu'un posait, vous êtes fort, vous êtes du Wallentem, quelqu'un posait la question, et si c'était par exemple le maire Vincent Essonomengue qui était giflé, la réaction serait autre. Premièrement, c'est le maire de la commune. Naturellement. C'est pas l'individu. C'est le maire. Ça veut dire que il porte atteinte, ce qu'on appelle en termes de droit, il fait outrage à une autorité. La question est tout de suite tranchée. Il y a outrage à une autorité. Peu importe que ça se fasse, que ça se déroule à Bitam ou dans n'importe quel endroit. Et puis pourquoi est-ce qu'on va faire un parallèle avec ces habitants? Est-ce que cela signifierait que la population wallentemoise serait la moins consciente des lois qui existent dans notre pays au fin d'agir toujours selon leur propre conception des situations? Non. Je me dis aujourd'hui justement, la lutte qui est la nôtre, c'est de renforcer la République. Et la renforcer à tous les niveaux. On ne peut pas bâtir une République par étage. Est-ce que vous comprenez? Autant, je dis, je condamne un certain nombre de dérives, autant je dis, il faut que nous intégrons maintenant que nous sommes engagés dans le processus de manière universelle qui est identique à toutes les nations du monde, où vous avez des populations autochtones, mais vous avez également des populations venues d'autres origines qui participent à la vie de cette nation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous fiers de Pierre-Emerick Aubameyang, mais sa mère est française. Est-ce que sa mère est gabonaise? Nous sommes fiers de Bouanga. Bon, vous le regardez. C'est le prototype du Gabonais, ça. Bon, on en est fiers. Ça veut dire que autant nous voulons revendiquer un certain nombre de situations par le métissage et par la capacité d'accueil et de réception qu'est la nôtre lorsque les choses vont bien, autant nous devons également faire valoir ces mêmes valeurs lorsqu'il y a un certain nombre, lorsqu'il y a des incidents. Mais, je dis, pour la situation de France, les personnes mises à l'index également s'intègrent. Je vais être un peu précis. Parce que ce qui se fait au Gabon, nous surfons sur les situations juste parce que bon, si cet autre citoyen n'avait pas eu pour nom Anjoua, est-ce que vous pensez que ce fait, qui est un fait isolé, aurait eu autant d'importance? Je ne crois pas. Un Libanais giflait comme un maire gabonais. Un homme qui gifle un maire. Restons au fait qu'un homme gifle un maire. Moi, je ne vois pas le Libanais, je vois un commerçant. Pour qu'il soit là, il a souscrit aux exigences que lui impose la mairie. Il s'est pas implanté là de lui-même et ensuite a commencé à revendiquer sa terrasse et a dit je ne cède pas telle place. Et si le maire s'est déplacé? Le maire s'est déplacé pour aller vers lui dans quel contexte? Qu'est-ce qui a mené le maire à aller vers cet homme? Qu'est-ce qui a mené cet homme à porter, puisqu'on est à ça, qu'est-ce qui a porté cet homme à réagir de manière violente? Je dis, il y a un certain nombre d'éléments dans la chaîne d'information que nous ne connaissons pas. Bon, il est évident que, et évoluer comme la situation a évolué jusqu'au niveau où nous la connaissons aujourd'hui, chacun va concevoir une histoire qui réponde du format qu'il souhaiterait nous voir adopter. C'est tout. Moi, je dis que, pourquoi est-ce qu'on va polémiquer si le maire, qui est investi de l'autorité publique, a subi un outrage, la loi est là. Est-ce que la loi dit, comme il est d'origine libanaise et qu'il porte un nom X, il ne peut pas être interpellé et répondre des actes qu'il a commis? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on en fait une polémique? Parce qu'il s'appellerait Anjoua. Et à ce niveau, je dis, ma responsabilité des citoyens m'interdit de m'attarder sur de tels faits. Pourquoi? Je vais vous dire, monsieur Malekou. Parce que nous sommes dans une république. Et moi, je crois au principe et à l'idéal de la république, où tous les hommes sont égaux devant la loi. C'est un principe inaliénable pour moi.
et je me battrai pour le défendre. Autant, je suis d'accord que ce que monsieur... Non, dans une république normale, monsieur... Est-ce que le Gabon est une république normale exemplaire? J'aspire à vivre dans une république normale. Je déploie des efforts pour vivre dans une république normale. Vous développez des valeurs propres à ce qui est... Je voudrais conclure sur un fait important. Applicable dans les républiques normales. Monsieur Paga... Non, allez-y à la conclusion parce que nous sommes quasiment... Non, mais c'est important à dire. Monsieur Paga s'est laissé à s'étendre sur les francs-maçons, la gouvernance des Bongo. C'est son point de vue. Oui, mais c'est son point de vue. Mais ce point de vue doit être compris justement comme étant le point de vue de monsieur Jean Paga, qui est très décalé. C'est le point de vue de tous les Gabonais. Non, ceux qui participent au pillage, à la destruction du pays. Commencez par faire cette secte-là qui a mis ce pays dans cet état. Non, monsieur Paga, c'est votre point de vue. Le Gabon est dans quel état? C'est des francs-maçons qui gèrent. Allez-y à votre mot de la fin. Et ils sont impliqués, les francs-maçons sont impliqués dans les crimes au Gabon. Monsieur Bongo, dans la délinquance financière, dans la destruction du pays. Monsieur Paga. Et ils se disent fils de lumière, mais nous ne voyons qu'une lumière au Gabon. Le Gabon est dans les ténèbres. Parce que les francs-maçons gèrent le Gabon de façon criminelle. Donc les frères de lumière ont déjà dans les ténèbres. Je voulais conclure en disant que la période de la pandémie est une période très pénible. Mais c'est également la circonstance qui nous a permis de nous réconcilier avec notre foi intérieure. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pères de famille qui n'avaient pas passé un temps avec leurs enfants redécouvrent leur intérieur. Ils redécouvrent les petites difficultés du quotidien. Ils redécouvrent la difficulté qu'ont les enfants à assumer un certain nombre de tâches. Les gens reprennent à manger à table à la maison. Les gens recommencent à communiquer sur des faits anodins. Continuons sur cette voie. Examinons notre véritable potentiel pour nous approprier le commerce qui rapporte. Sortir du bar, sortir des éléments du Congo-Ça. Vous savez, nos filles s'investissent dans le bar, pourquoi? Parce que les cadres vont dans ces espaces pour semer de la zizanie. Ça dépense, ça claque des champagnes. Sortons du cosmétique pour nous investir dans l'essentiel. Je dis à l'entame de mon propos que les épiceries de nos frères ouest-africains ne ferment pas. Au contraire, leur chiffre d'affaires augmente parce que la rareté de certains produits fait en sorte que les étiquettes, les prix augmentent. Donc, regardons tout ça de très près. Voyons que les taxis, les tarifs augmentent parce que nous ne sommes pas investis dans ce secteur du transport. Considérons que nous sommes appropriés le cosmétique. Et là, j'accuse M. Paganza que c'est toujours très bien. C'est toujours très bien d'aller au superflu, mais restons à l'essentiel. Aujourd'hui, nous devons nous réapproprier notre pays à toutes les échelles de sa dimension. Aussi bien au niveau primaire, au niveau politique qu'au niveau social.